Est-ce que des préférences? T'as sur chauffeur, Ouais. Très bien. J'entends juste un son de micro. Est-ce que tout le monde est parti? Se fechou todas as outras aplicações? Fred, est-ce que tu m'entends? Parfait. Mes amis à la technique, est-ce que le son est bon sur Facebook aussi? Só se eu sair do Zoom. Nossa, eu gostei do Zoom. Não, eu tô compartilhando o YouTube. Entendeu? Ah, não é Zoom que compartilha no... Não, o Glauber tá compartilhando no YouTube e eu tô compartilhando no YouTube pro Facebook. Dans l'absence de réponse, je vais 14. commencer, et puis on reprendra si jamais il y a un problème. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre ce soir pour une conversation encore plus de sens avec l'actualité, mais c'est le propre c'est le propre de ce que l'Observatoire de la démocratie s'est proposé de faire il y a maintenant 2 ans de ça. Je me présente, je m'appelle Luc Aldan, je suis coprésident de l'association Autre Brésil. L'association Autre Brésil a été fondée en 2003, si je ne me trompe pas, pour présenter une autre ou des autres réalités brésiliennes en décryptant son actualité à partir d'autres sources et à partir surtout d'analyses qui ne sont pas celles des principaux médias et aussi celles qui nous arrivent à travers les correspondants français ou francophones d'ailleurs au Brésil. Il y a 2 ans, nous nous sommes proposés de créer un observatoire pour creuser un peu plus certaines questions en allant regarder ce que la recherche brésilienne mais aussi les différents instituts publics disent, en regardant les données et nous permettant de creuser des sujets d'actualité qui sont plus forts. L'Observatoire aussi vient servir d'outil de répertoire des luttes en faisant des traductions des différents manifestes et différents rapports de la société civile brésilienne qui travaille beaucoup, qui travaille énormément depuis le coup d'État de 2016 pour continuer de produire ces données en lien avec l'université publique brésilienne et aussi faire en sorte que ces données arrivent jusqu'à ce flou qui est la solidarité internationale et pour que d'autres gens puissent prendre le relais et puissent agir à partir de ces données. L'exemple le plus flagrant étant certainement les données sur la déforestation, mais aussi l'empoisonnement de l'eau et des sols, et tout le travail fait par les peuples autochtones. Avec cette longue introduction, aujourd'hui, nous allons parler des militaires au pouvoir, de la reconquête du pouvoir, exécutif d'abord, mais pas que, par les militaires. La fiche, qui est notre 4e fiche, a été faite pour être publiée au moment de l'anniversaire du coup d'État et de la dictature militaire, le 31 mai ou le 1er avril de chaque année, 57 ans déjà. Et puis l'actualité, une série de démissions et elle vient donner encore plus de sens à cette fiche. Nous commenterons cette actualité après, mais l'objectif de la fiche était pour nous de voir que font les militaires au pouvoir, quels sont les portefeuilles qu'ils viennent reprendre. À la mi-mandat, ce sont 10 ministres brésiliens qui sont soit des militaires à leur retraite, ou soit ont été formés par l'académie militaire, très souvent pendant ces années de plomb de la dictature. Et donc,
qui viennent donc reconquérir des postes très stratégiques, comme Glauber nous le dira. Un point aussi pour vous dire que ce soir, donc, Glauber Cesarino et Fred Lira, qui se présenteront après, viendront donc présenter cette fiche et discuter l'actualité. Nous sommes 3 hommes, c'est pas très conventionnel et selon nos propres objectifs, mais c'est aussi pour des raisons logistiques qui avait préparé cette fiche. Je fais par là un clin d'œil à Émile Sebag, qui est la 4e personne derrière l'Observatoire de la démocratie, à tous les traducteurs et traductrices qui nous aident à le maintenir en vie et actif, à Bier Rodoval qui nous aide avec la technique, ainsi que un clin d'œil et une bienvenue à Tristan qui rejoint l'équipe d'Autre Brésil depuis maintenant 2 semaines, si je ne me trompe pas. Un dernier clin d'œil à tous les journalistes, et ce sont des femmes qui ont permis à cette fiche d'exister. Je pense notamment à Eliane Blum, je pense à Natália Viana de Agência Pública, mais aussi à plein d'autres, Repórter Brasil, Ponte Jornalismo, qui suivent l'activité des militaires au pouvoir. Sur ce, Glauber, peux-tu nous en dire un peu plus sur la reconquête du pouvoir exécutif, judiciaire et parlementaire par les militaires? Je rappelle par là que aussi, quand on parle des militaires, ici, on parle bien des forces armées. Si vous voulez en savoir plus sur la police militaire, qui est un autre corps, il y a beaucoup d'articles sur Autre Brésil, des traductions que vous pouvez consulter, autrebrésil, tout au pluriel.net. Et vous pouvez aussi consulter 2 fiches de l'Observatoire, les 2 précédentes. La première sur le fait que le Brésil la société brésilienne est une société qui vit dans la violence, et il y a un certain nombre de raisons pour cela, et le racisme notamment structure cette violence. Il y a aussi une fiche particulière sur la violence d'État et qui va bien au-delà de ce qui pourrait être considéré un monopole légitime de cette violence. Voilà, Glauber, j'ai beaucoup parlé, la parole est à toi. Bon, bonsoir à toutes et à tous qui sont en train de nous regarder et qui éventuellement vont regarder cette vidéo après. Tout d'abord, avant de commencer, vraiment, il faut dire que l'histoire républicaine brésilienne, elle est dans une grosse mesure l'histoire de l'influence des forces armées au sein de la vie politique institutionnelle. Notre république naît dans tout, menée par des jeunes militaires, appuyés par des maréchals et des généraux des forces armées. Et donc, du coup, l'histoire du XXe siècle, notamment, était une histoire politique marquée par la tutelle ou par la gestion active des militaires au sein de l'État brésilien. Néanmoins, depuis la fin de la dictature militaire en 1985, donc à la fin du XXe siècle au Brésil, un nouvel équilibre institutionnel, en quelque sorte, semblait avoir épris les pouvoirs de tutelle aux forces armées. Leur présence étant restreinte notamment aux affaires de défense, d'intelligence et des contrôles des frontières. Cet équilibre-là, fragile, certes, et comme Luc disait, qui n'ont pas non plus enlevé les pouvoirs d'une gestion militarisée de la sécurité publique au Brésil, cet équilibre, par contre, a été vraiment basculé avec l'investiture de Bolsonaro en ex-capitaine de l'armée de terre, la présidence en 2019, son investiture, et avec lui, la nomination de beaucoup de militaires au sein des portefeuilles clés de l'exécutif brésilien, et en vice-président aussi général de l'armée, 4 étoiles, un général de l'armée à la retraite. Mais de quoi parle-t-on quand on dit vraiment accaparement le pouvoir là-dessus? Et Glauber, je t'interromps là. Comme le disait Eliane Blum, il y a une sorte de demande de la population brésilienne avec un mythicisme de l'armée qui peut sauver ça. C'est aussi là-dessus que les militaires jouent. Le fétichisme de l'uniforme pour structurer, pour remettre le pays dans un droit chemin. C'est là-dessus que Bolsonaro a beaucoup joué dans son élection. Oui, tout à fait, en utilisant aussi tout un discours anti-violence, que en fait c'est un discours notamment anti-population dite violente, les classes dangereuses la plupart du temps, et l'effet que la sortie de la dictature militaire, on n'a pas vraiment, on n'a pas vraiment
fait un processus de transition qui responsabilisait les forces armées brésiliennes pour les crimes qu'elles ont commises, pour les corruptions qu'elles se sont mêlées, les affaires de corruption auxquelles elles se sont mêlées, et ainsi de suite. Donc l'armée, notamment l'armée, parce que c'est la force d'armée la plus importante au Brésil, en nombre et en budget et en capacité d'ancrage sur le territoire, ont gardé cette image de militaire, technique, positiviste, et ainsi de suite. Mais bon, pour y venir, donc du coup, de quoi parle-t-on? Il faut d'abord dire que ces processus de prise d'État, entre guillemets, d'occupation de l'État par les militaires, ne commencent pas nécessairement strictement avec Bolsonaro, même si avec lui, on a un processus beaucoup plus profond là-dessus. Les coups d'État de 2016 et la crise politique s'étant suivie ont vraiment amorcé ces processus de militarisation constante de l'État brésilien, avec notamment Michel Temer. On voit très bien que des postes qui auparavant étaient exclusivement civils depuis 1985, notamment les postes des ministres de la Défense, donc les forces armées étaient dirigées par un civil depuis 1985. Avec Temer, on voit qu'on passe un cap symbolique, et du coup, les militaires vont avoir aussi ces portefeuilles-là. Fin 2020, tu vois, quand Bolsonaro arrive au pouvoir, vraiment avec son général 4 étoiles, on voit très bien qu'un processus plus profond va s'annoncer. À la fin 2020, par exemple, 10 des 23 ministres d'État étaient des formations militaires, étaient des militaires soit en activité, soit à la retraite, soit mis à la retraite. En général, 4 étoiles, on voit très bien qu'un processus plus profond va s'annoncer. À la fin 2020, par exemple, 10 des 23 ministres d'État étaient des formations militaires, étaient des militaires soit en activité, soit à la retraite, soit mis à la retraite par la prise de poste. La nomination de Braga Neto comme ministre de la Casa Civil, ou en sorte de chef du gouvernement au Brésil en février 2020, vient définitivement militariser du coup l'ensemble des autres fonctions de l'exécutif et des principaux cabinets de la présidence. C'est allégorique. Par là, pardon. D'ailleurs, Laubert, quand tu disais avec son général 4 étoiles, on fait bien référence au général Mourão, qui beaucoup de gens en France se souviendront de ce nom au moment où les premiers grands feux en Amazonie qui ont fait l'actualité en France, parce qu'au même moment que le G7, c'est le général Mourão qui est envoyé en pompier pour essayer de sauver l'image publique, même internationale, d'un Bolsonaro qui part en vrille. Tout à fait. Ça montre, cette situation montre aussi que c'est pas non plus juste une façon de s'accaparer dans le budget plus important pour les forces armées. C'est pas juste une question corporatiste, hein. C'est vraiment un choix stratégique d'occupation de certains postes clés, de certains portefeuilles, notamment avec Bolsonaro et l'environnement étant en deux. Mais de quoi parle-t-on en chiffres? Parce que là, même ça pour nous, pour préparer cette fiche, on a eu vraiment du problème, des difficultés, on va dire, de trouver les nombres exacts des militaires en activité et des militaires à la retraite qui sont aujourd'hui dans des postes clés au sein de l'État brésilien. Ce qu'il y en a sont des rapports qui sortent soit de la Cour des comptes au Brésil, qui a fait un premier rapport sur le nombre de militaires au sein de l'État au Brésil, soit des enquêtes faites par des organisations de la société civile brésilienne qui essayent de croiser des éléments soit du ministère de l'économie, soit de la Cour des comptes, et ainsi de suite, pour voir combien de militaires on a. Ce qu'on peut dire là aujourd'hui, pour montrer cette croissance du nombre de militaires au sein de l'État, en décembre 2018, lors de la passation de pouvoir, donc entre Michel Temer et Bolsonaro, on recense en gros 1925 militaires à des postes de confiance, sur un total de 2765 militaires en fonction
au sein des agences de l'administration fédérale, au sein des ministères et de toute agence confondue. En mars 2019, donc 3 mois à peine après la passation, 2 mois, un peu moins de 3 mois, après l'investiture de Bolsonaro, ils sont déjà 3515 au sein des mêmes agences de l'Union, soit en augmentation d'un tiers à peu près. Et là, ce processus, c'était que le début. Entre mars 2019 et mars 2020, donc dans une période d'1 an, entre la première et deuxième année de gouvernement de Bolsonaro, le nombre va augmenter de 75%, de 3 quarts, va exploser. Il va passer de 3515 à 6157. Une augmentation massive des postes de confiance, c'est-à-dire des postes choisis, des personnes choisies pour occuper des postes clés, sont des militaires. Selon l'enquête justement de la Cour des comptes et une enquête parallèle faite par le journal Folha de São Paulo à partir des résultats de la Cour des comptes, sont 2500 militaires en service actif, des militaires qui sont en service actif, qui occupaient à la fin 2020 des postes de confiance, c'est-à-dire des postes clés choisis, ce qui représentait une augmentation d'un tiers depuis le gouvernement de Bolsonaro, qui a déjà fait un saut, et de plus de 125% en 20 ans. Donc on voit vraiment l'accaparement du pouvoir étatique fédéral par les militaires, ne serait-ce que par ces chiffres, ne serait-ce que par le nombre de militaires en activité qui sont au sein de l'État brésilien aujourd'hui. On estime... Alors, Glauber, je voudrais juste qu'on fasse une pause parce que beaucoup de choses ont été dites. On dit donc qu'à la fin du gouvernement Temer, sur 2765 militaires actifs au sein du pouvoir exécutif, 1925 sont dans des postes de confiance. 3 mois plus tard, on ne sait pas forcément combien sont dans les postes de confiance, mais ils sont déjà 3515 au sein de l'exécutif fédéral. On parle bien d'exécutif fédéral. Et ils seront, à la fin de l'année 2020, 6157 en poste, donc des militaires actifs, on le répète bien, actifs, dont 2500 dans des postes de confiance. Oui. Et ce ne sont pas n'importe quel poste, comme tu nous l'expliques. Oui, exactement. Et si on rajoute les militaires à la retraite, ou récemment à la retraite, ces chiffres s'élèvent à 11 380. Donc, on avait à la fin 2020 11 380 militaires, soit en activité, soit à la retraite, qui occupaient des postes au sein de l'État, parmi lesquels une bonne partie ont des postes de confiance. Donc, c'est vraiment quelque chose qui dépasse tout ce qu'on avait vécu au Brésil en matière de placement des militaires au sein de la gestion de l'État. Même la dictature militaire n'a pas arrivé à ces chiffres-là en proportion. Ça, c'est très important de souligner. Ce qui est aussi important de souligner, moi, c'est que la fiche essaye de montrer, c'est que certains portefeuilles sont plus stratégiques que d'autres. Certains ministères sont plus stratégiques que d'autres. On voit très bien que la militarisation du gouvernement Bolsonaro s'est produite notamment au sein des agences responsables de la mise en place des politiques indigénistes et environnementales, et aussi des politiques liées à la question rurale au Brésil. Ça, jusqu'au début de la pandémie 2020. Donc aujourd'hui, par exemple, je ne vais pas juste balancer des chiffres, mais juste pour donner en cas de figure, dans des institutions comme l'IBAMA ou comme ICM Bio, l'Institut Chico Mendes, on trouve plus d'une vingtaine de militaires placés dans des postes clés de gestion des succursales ou des bureaux locaux de ces agences qui font du contrôle, font les agences des forêts, qui font la fiscalisation environnementale, pardon, et ainsi de suite. Donc, on voit très bien un choix effectif fait pour la gestion environnementale, la gestion indigéniste et la gestion rurale, foncière au Brésil. Aujourd'hui, elle est gérée par des militaires. Et Glauber, ça c'est particulièrement important parce que ces instituts et les noms de ces instituts, Chico Mendes notamment, sont l'histoire de la démocratisation du Brésil, sont l'histoire des luttes du Brésil. Et les fonctionnaires les fonctionnaires publics qui sont soit dans des postes
en charge de ces instituts ou sont sur le terrain, leur carrière est aussi un témoignage et aussi une histoire de la démocratie brésilienne sur ces dernières années, sur ces dernières décennies. Oui, tout à fait. Comme exemple, là, par exemple, quand on prend la question autochtone au Brésil, et donc la FUNAI, qui est l'agence censée sauvegarder les droits des peuples autochtones au Brésil, sur laquelle on a beaucoup parlé parce qu'à un moment donné, il était question de la transférer du ministère de la Justice au ministère de l'Agriculture en la mettant sous l'égide du pouvoir de l'agrobusiness. Donc, grâce au mouvement autochtone, on a réussi à bloquer cette transition, cette mutation des pouvoirs par rapport à la FUNAI. Mais si on prend la FUNAI aujourd'hui, la FUNAI a 24 coordinations régionales dans le Brésil pour s'occuper de la défense des populations autochtones dans tous les territoires brésiliens. Ces 24 coordinations, aujourd'hui, 14, plus de la moitié, sont dirigées par des militaires. Donc ça montre très bien un processus qui, comme je disais, était déjà amorcé chez Michel Temer, parce que Michel Temer avait mis déjà à la tête de la FUNAI des militaires, mais là, vraiment, une conquête de cette question, de cet espace de discussion politique par les militaires. La même chose pour les secteurs ruraux, notamment l'Institut de la colonisation. Et là-dessus, pour ceux qui ont des doutes sur ce qu'a été la dictature militaire pour les peuples autochtones, je vous invite à lire un entretien que Giovanni Krenak nous a accordé il y a 2 ans, où il raconte l'expérience du peuple Krenak pendant la dictature militaire dans le seul état du Minas Gerais, et où vous pouvez déjà vous démystifier sur la violence et la continuité de la violence, d'ailleurs rapporté dans les travaux de la Commission de la vérité et justice des militaires envers les peuples autochtones. À toi, Glauber. Tout à fait. Et on va voir un autre portefeuille stratégique aussi, qui est devenu vraiment stratégique pour les militaires à partir du moment où la pandémie touche le Brésil. Et la crise, bon, on ne va pas parler de la situation aujourd'hui parce qu'on arrive à plus de 4000 morts par jour. Et donc, toutes les estimations faites là en ce moment, on va arriver avant juillet avec plus d'un demi-million de morts officielles de la Covid au Brésil. Donc, on ne va pas vraiment entrer là-dedans parce que c'est un webinaire à soi-même. Mais à partir du début de la pandémie, on voit aussi une envie des militaires d'occuper ces portefeuilles stratégiques, les portefeuilles du ministère de la Santé. Cela va s'initier avec la nomination de Pazuello, du général Pazuello, en avril 2020 comme numéro 2 du ministère de la Santé, sous l'administration de l'ancien ministre Nelson Tech, qui abandonne les postes assez vite, qui a quitté les ministères assez vite, devenant du coup le deuxième ministre à être évincé de son poste, de sa fonction, dans les premiers mois de la pandémie. Pazuello donc est devenu chef intérimaire du portefeuille, puis ministre de la Santé à partir de septembre 2020. Avec lui, avec l'arrivée de cet ancien coordinateur des préparatifs des Jeux Olympiques, c'était quelqu'un aussi choisi par Dilma pour coordonner la préparation des Jeux Olympiques de 2016. Avec son arrivée du coup au ministère de la Santé, on voit clairement un processus de remplacement des fonctionnaires des carrières qui ont une longue carrière dans la construction de la santé publique au Brésil. Ce remplacement est fait par des militaires en activité, des militaires de réserve, sans aucune expérience préalable en matière de santé publique, sans aucune expérience en matière de gestion épidémiologique au Brésil. Les nominations depuis lors se sont absurdement intensifiées. Au cours de la seule année 2020, 1200 postes, plus de 1200 postes ont été attribués à des militaires, dont 21 nommés à des postes clés de gestion au sein du ministère de la Santé, de la vaccination, de la gestion de la santé publique, de la santé infantile et ainsi de suite. La plupart de ceux et celles qui ont été nommés à des postes clés sont de l'armée de terre, comme on avait dit, c'est la force armée la plus importante, et proviennent essentiellement d'unités liées au secteur des paiements et du personnel, des finances et de la logistique. Donc il y a cette image, cette mythe que les militaires sont les plus capables, sont les plus à même de mener d'une bonne façon la gestion logistique et la gestion administrative, on va dire, des secteurs clés comme la santé. Et c'est là qu'on voit que ce n'est pas
au-delà d'une, comment on va dire, d'une prétendue logique loufoque du président d'extrême droite pour dire on va donner des postes à des militaires, qu'il y a vraiment une sorte de projets vraiment en germe au sein des militaires pour s'occuper des secteurs clés au sein des ministères clés. Ce sont l'administration aussi des hôpitaux universitaires qui sont aujourd'hui dans leurs mains, des entreprises publiques telles que la Poste, telles que Petrobras par exemple, l'administration portuaire, les financements des projets de recherche, l'énergie nucléaire aussi, c'est un des secteurs aussi aujourd'hui gérés par des militaires directement. Et c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment un mécanisme d'occupation de l'État, malgré les tensions observées ces dernières semaines au Brésil. Donc la question qui reste toujours, c'est en quoi cette tension est une vraie crise entre Bolsonaro et les militaires, en quoi c'est un peu du théâtre. Tu vois, donc, en gros, la question est en quoi c'est une tragédie, en quoi c'est une farce, cette tension entre militaires et Bolsonaro. On n'a pas, je pense qu'on n'a pas d'éléments vraiment pour répondre à cette question aujourd'hui. Il y a des choses qui sont pas encore tout à fait dévoilées pour qu'on puisse définir exactement qu'est-ce qui se passe là-dessus. Il y a des secteurs comme la santé où on commence à voir un petit remplacement de certains militaires par des civils. Donc, il y a des débats internes aussi, mais cette occupation massive des militaires, cette occupation de l'État par les militaires, elle est encore d'actualité, elle est encore très visible. Et c'est un peu ça que je voulais parler en matière de fiches, quoi, ce qu'on avait annoncé en matière de données, d'informations qu'on essaie de collecter pour, et rendre public au plus large nombre. Merci. Glaubert, j'invite les personnes qui nous écoutent en ligne à commencer à poser leurs questions sur Facebook ou sur YouTube pour qu'on puisse commencer à les noter et à y répondre au fur et à mesure. Fred, prépare-toi à prendre la parole. Bonsoir. Donc, on retient de ce que nous dit Glaubert, c'est qu'il y a donc aujourd'hui environ 11 000 militaires actifs dans les postes de l'exécutif. L'affiche met aussi en valeur le rôle de la justice militaire qui reprend quelques droits sur le civil, et ça, c'est tout à fait en lien avec l'affiche sur la violence d'État et les différentes interventions militaires sur le territoire. L'affiche nous permet de comprendre, et l'explication qu'en a faite Glaubert nous permet de comprendre pourquoi il est si important ou si inquiétant que les généraux, l'état-major pose sa démission, parce qu'aujourd'hui, de nombreux militaires sont dans des postes stratégiques. Et la question reste à qui ils obéissent et comment la gouvernance et comment le chaîne de commandement s'opère-t-il. Fred, quel commentaire d'actualité est-ce que l'on peut faire à ce stade, même si on n'a pas forcément des réponses pour faire des grandes théories? Bonsoir. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je ne vais pas m'allonger trop pour qu'on ait plus de temps pour discuter. Mais je pense que à qui ils obéissent, le plus intéressant chercheur sur l'armée au Brésil, parce qu'il y a une théorie, en plus de beaucoup de recherches de terrain, il a une théorie assez hétérodoxe et assez intéressante, c'est un anthropologue qui s'appelle Pierre Uhlainer. Il dirait qu'ils obéissent à eux-mêmes, en fait. Donc on assisterait, selon lui, à une sorte d'émancipation, un projet militaire propre. Et ça, j'invite comme complément, en fait, aux fiches de l'Observatoire, à tout le monde à aller sur le site d'Haute Brésil, parce vous pouvez lire ou relire. Ça vaut le coup de lire, et ceux qui ont déjà lu, ça vaut le coup de relire avec presque une année qui s'est passée après ces entretiens. On a 2 entretiens, un qu'on a traduit le 29 mai avec Pierre Uhlainer, et son titre est « Le chemin de Bolsonaro vers le pouvoir a suivi une logique de guerre ».
Et ce qui est intéressant, bon, de retenir, il y a plusieurs choses, je ne vais pas résumer, il faut visiter, mais c'est dans le titre, l'idée de logique de guerre. Je pense que c'est important parce que tout le monde est tout le temps en train de demander à Bolsonaro de gouverner, ne gouverne pas, etc. Mais si on fait attention, par exemple, à ce que Piero Leinen dit, que lui est un spécialiste très intéressant sur l'armée, il va dire, OK, ce qui se passe, c'est que cette logique de guerre, elle est toujours un acte. Donc, à partir du moment où on commence à regarder pas comme un gouvernement dans le sens plus commun, mais comme quelque chose qui suit une logique de guerre particulière, tout le temps, tout le jour, une logique de guerre qui est très diffuse. Et là, peut-être on comprend mieux les choses et du coup, dans cet entretien, Piero donne beaucoup d'idées et des clés de lire. Donc, j'invite d'aller voir l'affiche sur le site de l'Observatoire et aussi cet entretien. Mais aussi un deuxième entretien que cette fois-ci, c'est nous qu'avons fait. Donc, c'est un entretien qui n'est disponible que sur le site d'Autre Brésil, parce que l'autre, c'est une traduction de Publica, donc les partenariats avec Publica très, très bien. Donc, on a traduit cet entretien de mai 2019. J'avais dit 20, mais c'est 2019, donc ça fait 2 ans. Et l'autre, on a traduit une année après, donc l'année dernière. On a fait, et il date du 22 juillet 2020. Et le titre est encore plus frappant. Donc, le titre, c'est au Brésil, les militaires ont le projet de reboot l'État et de reprendre le rôle d'administrateur. Et du coup, la théorie de Piero, et qui, si on a fait attention à la description et aux postes occupés, comme Glauber vient de décrire, qui sont un peu partout des postes clés du plus haut degré, donc des ministères, mais aussi des postes clés qui prennent en compte l'Amazonie, la poste, les banques, etc. Donc un peu partout, éparpillé partout. Et il a cette reprise du rôle d'administrateur à tout niveau que Piero est en train de pointer dans cet entretien très intéressant. Mais surtout, c'est son hypothèse qui reste à démontrer, mais disons que lui, c'est lui qui, pour l'instant, a la théorie la plus intéressante et qui, si on voit qu'est-ce que se passe à tous les niveaux, pour l'instant, elle garde son sens. C'est une théorie, bon, on va voir la suite, mais qui c'est cette idée de reboot, donc de refonder, une sorte de refondation de l'État brésilien qui est en charge. Donc, ça, c'est déjà une différence par rapport à 64, à la dictature, par exemple. Mais ça, on peut revenir au débat. Et juste pour conclure, il y a un autre article aussi sur le site de 2020, du 31 mai 2020, qui est aussi intéressant à lire, dans une autre direction, on a traduit de Carte Capital, qui est un article sur le site du Brésil qui s'intitule « Le Brésil, 216 écoles civiles militaires », donc civil militaire, c'est militaire, devraient ouvrir d'ici à 2023. Donc, il y a tout un projet de création des écoles militaires au Brésil. Un plan, il faut voir jusqu'où ça va être mis en forme vraiment, mais qui passe aussi par refonder donc l'éducation à plusieurs niveaux au Brésil. Donc là, c'est aussi un autre point important et cet article est très intéressant. Je pense que ça vaut le coup de regarder sur une autre perspective. Voilà, donc qui passe par plusieurs niveaux. Cette domination militaire qui est en train de se passer au Brésil. Voilà, je pense qu'on peut ouvrir le débat. Merci beaucoup, Fred. Je reprends donc mon rôle d'animateur de cette conversation. D'abord, pour demander à Tristan, qui nous écoute, j'espère, de mettre dans les commentaires de Facebook les liens vers les sites. D'abord, autrebrésil.net, autre et Brésil au pluriel.net, mais aussi l'Observatoire de la démocratie brésilienne, qui est donc un site sœur
et une des recherches les plus pertinentes si vous tapez ces 3 mots-là sur Google ou un autre moteur de recherche. La première, d'abord Fred, merci beaucoup pour ton commentaire. Il m'offre plusieurs pistes de questions pour meubler si jamais d'autres n'arrivent pas. Mais d'abord, la première que nous avons reçue sur toujours cette idylle du pouvoir militaire comme étant modérateur, comme étant une force modératrice plus technique, comme Glauber l'a décrite. Glauber, Fred, est-ce que vous voulez rebondir? Ça me démange de répondre. Peut-être la figure de Maudan ou de Blaganet comme pour exemplifier un peu ce rôle de modération. Je ne sais pas si Fred veut rebondir, mais je pense que, parce que moi j'ai beaucoup parlé, et Fred a parlé beaucoup moins, donc s'il veut rebondir d'abord, sinon je pense qu'il y a une chose, parce que souvent on prend l'actualité, et on essaye de la voir, l'histoire, comme étant vraiment un truc homogène, uniforme. Il y a eu quand même des moments différents depuis Bolsonaro, notamment en ce qui concerne la présence des militaires. Je pense qu'en analyste, la plupart des analystes pendant la première année de Bolsonaro, par exemple, croyaient justement dans cette capacité modératrice des militaires, en disant, bon, les militaires sont là pour contrôler Bolsonaro, notamment à partir de l'intermédiaire du général Hélène, qui était le chef du cabinet sécurité institutionnelle, et du général Mourão, vice-président de la République. En effet, des tensions qu'on a vues entre les plusieurs blocs qui constituaient le gouvernement Bolsonaro, c'est-à-dire les dites idéologiques avec tout cette panoplie des fous furieux qui suivent des pseudo-philosophes basés aux États-Unis et qui croient que la Terre est plate, que les changements climatiques sont un truc de communistes. Et bon, on ne va pas parler d'eux. Les tensions entre ces groupes-là, les groupes de procureurs plutôt pseudo-technocrates dont les juges moraux étaient la référence majeure. Donc, beaucoup de conflits dans la première année pour voir qui, en fait, gouverne les pays. Et donc, du coup, cette capacité de contrôler les présidents a été écartée. Parce qu'en fait, ça n'existait pas. Ce qu'on a vu, notamment à partir de l'arrivée de Braganet, donc c'était, au moins, c'est pas que moi, hein, mais c'était l'événement le plus important qui démontre vraiment, s'il n'est pas un réajustement tactique des militaires, au moins les vrais projets, entre guillemets, qui étaient en berne. Donc cette arrivée de Braganet, cette nomination au siège du gouvernement fédéral, a fait que tous les postes autour de Bolsonaro, ce n'est pas vraiment des ministères régaliens, mais ont la même importance que les ministères régaliens en France, on va dire, tous les gouvernements étaient militarisés. Et c'est des gens qui ont suivi la trajectoire dans la même période, même génération, souvent dans la même école, la même l'école militaire des Agulhas Negras. C'est l'unique école militaire pour les combattants des carrières au Brésil. On a des écoles militaires, des formations de militaires, mais ce ne sont pas des formations des combattants. Ces gens-là ont été formés à la fin de la dictature militaire, au moment où la dictature se disait, bon, on va faire une transition lente vers la pseudo-démocratie, ce qu'on a vécu au Brésil, mais du coup, beaucoup de gens qui étaient dans cette école disaient, non, on ne doit rien lâcher. Bolsonaro lui-même a été inculpé, entre guillemets, pour avoir pensé comme on appelle, un attentat, justement pour mettre la faute aux communistes et du coup renforcer la dictature. Donc tous ces gens ont grandi dans le même espace intellectuel et sont des gens pour qui la souveraineté nationale, la doctrine de sécurité nationale, les classes dangereuses comme les trucs à combattre au Brésil ont été les terrains vraiment de leur pensée et c'est ça aujourd'hui qu'ils essayent de mettre sur place. Au même temps, cette même génération a participé à l'occupation de l'Haïti. Et donc là, on voit que ce n'est pas juste un rôle on va modérer Bolsonaro, c'est vraiment, on peut se poser, c'est vraiment un projet politique qui était déjà là avant
Albert, question conjecturale. Oui. peut-être faire une pause dans ta réponse. Donc, les militaires comme force modératrice, la première chose que tu dis, c'est que les militaires, c'est pas forcément une chose unie. Il y a, ce sont des théories qui s'opposent. Il y a des groupes différents au sein de ces militaires-là avec des forces d'influence différentes. Vu que tu as parlé de lui par périphrase, je pense qu'il faut quand même le nommer. Olavo de Carvalho est ce gourou qui vit aux États-Unis et qui influence, et la presse française a beaucoup parlé de lui, influence grandement la guerre culturelle anti-marxiste que mène Bolsonaro. Le deuxième élément de réponse, c'est que les militaires qui sont aujourd'hui au pouvoir ont été formés dans un même cadre, qui est le même cadre que ceux qui sont aujourd'hui en cours de formation. Les militaires brésiliens ne sont pas, pour le dire à la française, des polytechniciens. Ce sont des gens formés dans un cadre de pensée qui croient encore en la révolution de 64, qui pensent qu'il y a eu un projet de sauver le Brésil à ce moment-là, et qui encore aujourd'hui se battent contre un ennemi intérieur. Le dernier élément de réponse, c'est celui vers lequel tu vas. Fred, si tu veux intervenir, n'hésite pas. La réponse vers lequel tu vas, c'est qu'il y a les militaires, encore une fois, on fait l'amalgame, mais il y a dans tous ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir un deuxième élément unificateur que dans l'affiche on décrit trop brièvement, mais il fallait respecter la forme, qui est ce moment Haïti, la MINUSTAH. Veux-tu aller un peu plus loin là-dessus? Je peux laisser Fred parler parce que, comme tu dis, j'ai une tendance à monopoliser un peu trop la parole. Je pense que je dirais que oui, il y a quand même une homogénéité dans l'armée, suivant Piero, mais aussi les analystes plus intéressants comme Paulo Arantes ou Mario Domenech. Il y a une actuation comme un parti, en fait. Il parle de parti militaire, et comme tout parti politique, il y a plusieurs tendances, tout ça, mais qui suit un projet, qui suit une ligne, etc. Et c'est un projet, selon eux, de réinitier l'État autour de l'armée. N'oublions pas qu'il est les plus importants théoriciens de l'État, comme depuis Hobbes, mais jusqu'à Carl Schmitt. C'est toujours les gens de droite qui pensent mieux l'État, d'extrême droite, comme Carl Schmitt. Pour eux, le centre de l'État, de l'origine de l'État, c'est quand même moderne, c'est quand même l'armée et ses fonctionnaires, surtout l'appareil juridique. Et du coup, cette centralité des militaires, elle n'était pas évidente au départ, mais comme Norbert a dit, les événements ont accéléré le processus dans un certain sens, surtout le Covid. Donc, cette centralité qui occupe tous les postes principaux de gouvernement, elle s'est accélérée. Elle s'est accélérée aussi dans un autre point qui a laissé un peu qui a été laissé un peu de côté dans la crise de la semaine dernière, qui est par exemple qui maintenant c'est un policier qui est le ministre de la Justice, un policier de la police fédérale, qui a laissé un peu de côté pour parler juste des générales, mais quand même il y a ce facteur très important. Et la question de l'Haïti qui doit commencer, elle est centrale de plusieurs manières, parce que selon ces théoriciens, c'est où l'armée elle a un peu récupéré une certaine orientation, un certain corps. Ça a réorganisé, ils ont revu qu'ils avaient une sorte de mission à faire ou quelque chose à faire, mais aussi, et ça c'est la chose, c'est qu'ils ont vu un État qui était en train de s'effondrer rapidement, et du coup c'était aussi, selon ces théoriciens-là qui j'ai parlé, les trois, Piero, Paulo et Mario, ce qui se passe, c'est aussi une manière de ne pas laisser, même si ça marche pas trop, de ne pas laisser le Brésil devenir une sorte d'Haïti. Ils ont vu là-bas un chaos social d'une ampleur inimaginable, et ils ont vu, ok, ça peut arriver là-bas tout d'un coup à l'autre, d'un moment à l'autre, à cause de la situation actuelle de conflagration du capitalisme contemporain. Donc, ça passe par plusieurs
endroit. Mais je pense qu'il faut garder cette idée fondamentale qu'il y a un projet et l'armée, les forces armées, elles actent comme une sorte, selon eux, comme une sorte de parti. Comme tout parti, il y a plusieurs tendances, il y a des figures de lance, d'autres, etc., mais qui essayent tout de même de garder une certaine homogénéité et de garder sa centralité dans la situation actuelle, de plus en plus centrée sur eux, je pense. Glauber, alors, je te repasse la parole, je me permets juste un commentaire. Le parti militaire, au Brésil, dans les articles, on a aussi traduit par le parti des uniformes. Si vous naviguez sur le site, vous verrez ces deux expressions qui décrivent la même chose et qui sont aussi le choix de titres de livres ou d'articles des différents chercheurs ou chercheuses qui ont été interviewés ou traduits. Pour Haïti, on décrit une chose, une expérience assez différente aussi dans l'affiche du rôle des militaires brésiliens dans cet autre pays, dans la gestion de la crise dans cet autre pays. Glauber, peux-tu nous le dire, mais très rapidement, quelle est l'hypothèse présentée dans l'affiche? Ouais, en gros, ça va un peu dans ce que disait un peu Fred, mais vraiment, l'Haïti a été vraiment une expérience majeure dans la formation des cadres de gestion. Tu vois, parce que les militaires brésiliens qui étaient, on n'a pas trop avancé dans la fiche, parce que sinon on ferait une fiche de 20 pages et ce n'était pas le but. Les militaires qui ont occupé la mission occupaient beaucoup les questions logistiques, les rapports internationaux, faisaient des discussions entre chefs d'État de comment participer à l'ONU, comment on va régler la situation de l'Haïti. Ça donnait un certain goût de la politique vraiment aux militaires. Donc cette expérience, elle est formatrice, elle est majeure et ça a duré 13 ans quand même. Donc on a vu passer plusieurs commandants de l'armée brésilienne à la tête de l'Haïti de l'époque. Vraiment, c'était eux qui fonctionnaient en tant que gouvernement, entre guillemets, dans l'Haïti. Et certains de ces militaires sont venus occuper des postes de ministres d'État au Brésil, donc avec Bolsonaro. L'opération MINUSTAH était censée durer quelques mois et elle a duré 13 ans. Du coup, ça a donné du goût à ces partis. Juste pour... Non, j'allais juste... tu prends la prochaine piste que j'allais suggérer, mais je voudrais le faire à partir de mes questions posées. Par rapport à Haïti et par rapport à la carrière des ministres et autres militaires qui sont aujourd'hui en fonction, il y a eu d'autres interventions sur le territoire brésilien où on les retrouve, les Jeux Olympiques étant un de ces exemples. Une des questions qui nous a été posée est sur la théorie du autogolpe, auto-coup d'État. Je vous recommande vivement un article de Eliane Blum sur le sujet que nous avons traduit et qui porte exactement ce titre-là pour pousser la question. Mais je voulais la poser, Glauber, par rapport à ce que tu disais, par rapport à ce parti des uniformes, ce parti des militaires, qui viennent influencer la politique brésilienne et qui viennent influencer la relation avec les autres pouvoirs, finalement. Oui, tout à fait. Tout à fait, complètement. C'est des éléments intéressants pour penser, tu vois. Avant, vraiment, le lancement officiel, au tout début du lancement officiel de la campagne de Bolsonaro, ça c'est une chose, un petit article qui est apparu à Folha de São Paulo à l'époque. Pas beaucoup de gens ont donné de l'importance. On avait un cabinet de campagne composé basiquement par les militaires. Le cabinet de campagne Bolsonaro a été composé par des militaires. Les lancements non officiels, donc avant le délai officiel de lancement de campagne de Bolsonaro, a été fait dans une prise de promo de l'école militaire. Tu vois, Bolsonaro, en tant que député, est allé annoncer le lancement de sa campagne, entouré de généraux et des militaires, là-dessus, en infringeant la loi. Hein. C'était illégal de faire ça, mais il l'a fait à côté du ministre de la Défense de l'époque, Serge Amorim, tu vois, à côté de lui sur la scène. Du coup,
Ces réunions, comme je disais, ces cabinets de campagne créés par les militaires qui géraient vraiment la campagne de Bolsonaro au tout début, qui ont reçu après l'apport du groupe de Paulo Guedes, le ultralibéral qui est le ministre de l'économie au Brésil aujourd'hui. Ces deux groupes se sont rassemblés pour créer les programmes de gouvernement de Bolsonaro. Mais les programmes déposés, ce n'était pas leur programme. Les programmes déposés pour les élections, c'était un truc vite fait par Onyx Lorenzoni, juste pour dire Brésil au-dessus de tout le monde, Dieu au-dessus de tout le monde, et ainsi de suite. Donc, on a vraiment un processus de constitution d'un programme politique qui on ne le sait pas, on ne l'a pas vu, il n'était pas écrit et publié, mais ils ont travaillé dessus. C'est qu'on voit que l'hypothèse majeure aujourd'hui, c'est que c'était plutôt une relation de symbiose qu'on voit entre les militaires en tant que parti et Bolsonaro en tant que figure d'éproue, figure de lance de ces partis militaires. Ce n'est pas une imbrication totale et parfaite, on a des tensions. La démission de l'état-major pourrait être le résultat de ces tensions, en rappelant que ça fait 1 an qu'il y a des tensions et des accrochages de temps en temps entre militaires en tant que parti, donc les groupes et Bolsonaro. Donc il y a des tensions de temps en temps. Santos Cruz a été viré au tout début, aux premières années de Bolsonaro, et apparemment c'était le général Santos Cruz était une des figures qui sont en train d'être vraiment alimentées et véhiculées dans la presse constamment pour être éventuellement un candidat plus clair de ces partis militaires pour 2022, pourquoi pas, parce que Bolsonaro est trop freestyle, quoi, est trop loufoque, il est trop caricatural, même pour les militaires, c'est qui peut expliquer cette prise de distance actuellement entre militaires et gouvernement Bolsonaro. Ça peut vraiment être une des hypothèses lancées par plusieurs chercheurs comme Miol ou comme Pierre, par exemple, c'est du théâtre. Tu vois? Comme la crise brésilienne, elle est énorme, on a plus de 350 000 personnes mortes parce que la gestion de la pandémie était vraiment un truc de malade. Cette crise et cette tragédie pour pouvoir rassurer notre position au sein de l'État pour les prochains 4 ans et qui ça pour les prochains 15-20 ans. Donc, il y a aussi cette possibilité. Et donc, juste aussi pour répondre à cette personne, désolé, je n'ai pas vos noms car je ne suis pas sur Facebook, mais la théorie du autogroupe, et nous n'en parlons pas aujourd'hui, mais vous invitons à en découvrir un peu plus, et aussi par rapport à l'influence de Bolsonaro sur la police militaire et ces officiers-là, et on pense aussi à des cas de mutinerie ici et là qui viennent aussi renforcer cette crainte-là par rapport à des forces militarisées, mais qui ne sont pas forcément les forces armées dont on parle. Il nous reste à peu près 5 minutes à ma montre. Est-ce que c'était bien ça? Nous étions dit 1 heure, ou vous voulez continuer un peu plus? Glauber, Fred? Je sais pas, l'autre c'était 1 heure quelques. Sinon, c'est 1 heure ou 10 heures, c'est pas la limite. Exact. Donc, si vous voulez, je vous propose de ma part de faire un dernier commentaire par rapport à une question, ou plutôt un commentaire posé sur le travail de mémoire, et je vous demanderai de commenter et conclure peut-être, commencer à conclure là-dessus. Le travail de mémoire a été fait au Brésil sous le gouvernement de Dilma Rousseff avec la Commission de la Vérité. C'est là où commencent des grandes frictions aussi entre les forces armées et l'exécutif. Commission de la Vérité et on a montré de nombreux documentaires dans le festival de films documentaires Brésil en mouvement qui a lieu chaque année sur ce travail de mémoire et sur le rôle des militaires dans de nombreuses exactions et d'ailleurs leur évolution dans la démocratie. Juste une question pour vous, c'est Glauber commençait en disant les militaires,
ça ne commence pas avec Bolsonaro. Est-ce qu'on peut conclure en ouvrant, en disant les possibles évolutions à partir de l'actualité, mais en retraçant un peu de l'histoire? Quelles sont les possibles évolutions pour chacun d'entre vous? Je pense qu'une possible évolution, c'est ça, tu vois, comme je disais, une des hypothèses majeures tenues en ce moment, c'est qu'il y a une relation vraiment de symbiose et pas d'intégration totale entre Bolsonaro d'un côté et les militaires. Un a besoin de l'autre au même titre que l'autre a besoin de l'un, tu vois. La question, c'est et c'est ça que je pense qu'on est en train de voir avec cette distance des militaires, c'est est-ce que les militaires ont si besoin de Bolsonaro ou est-ce que c'est profitable pour eux de rester avec cette figure caricaturale comme représentant les intérêts du parti militaire ou des intérêts des corporations militarisées au Brésil? Je pense qu'on peut voir une évolution parce que la situation au Brésil ne va pas s'améliorer dans les prochaines semaines. On voit déjà que Bolsonaro continue à faire campagne contre l'isolement social, contre la distanciation sociale. Donc, on risque d'arriver à un demi-million de morts jusqu'à juillet, qui ça, 1 million vers octobre, novembre, si la situation ne change pas. Et donc, plus ça s'empire, plus les militaires vont vouloir se détacher de Bolsonaro une fois qu'on s'approche de 2022. Et je pense que ce n'est pas anodin qu'on n'arrête pas de voir Santos Cruz dans tous les plateaux de télé en ce moment. Comme le général Etchegoyen était dans les plateaux de télé tous les temps pendant le gouvernement de Michel Temer. Donc peut-être ils préparent une figure à eux-mêmes, vraiment se présenter avec un élément venu de leur corps. Parce qu'il ne faut pas oublier, Bolsonaro forcé, depuis sa retraite forcée jusqu'à son élection, il n'était pas tout à fait super bien perçu par les autres généraux, les commandements des forces armées au Brésil. Toute sa trajectoire de député était faite plutôt avec les policiers qu'avec les militaires, vraiment. Sauf les militaires de basse patente, quoi, tu vois, de soldats, caporal et sergents. Mais vraiment, lieutenant, capitaine, major, colonel, Bolsonaro, ce n'était pas vraiment quelqu'un qui lui plaisait énormément avant. Et donc, du coup, peut-être, ça peut être une évolution. Après, les questions des milices, les questions de la capacité des milices et des forces policières au Brésil de faire face à une éventuelle confrontation avec les militaires, ça, on n'a pas capacité à répondre. Parce que même si les militaires... On retient donc à suivre pour votre Brésil la logique électoraliste ou électorale, le projet électoral des forces armées, donc de l'état-major. Fred, à toi. Non, c'est juste que la situation est tellement catastrophique qu'un personnage comme Santos Cruz apparaît comme quelque chose, comme une sorte d'intelligence militaire. Et en fait, l'intelligence militaire, on sait bien que c'est comme un chien qui vole. Ça n'existe pas, en fait. Et raisonnable, un militaire raisonnable au Brésil, c'est comme, je sais pas, un vampire. Donc, ça n'existe pas. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on doit bien garder en tête dans tous les analyses et toutes les réflexions de comment, les changements, des subtilités comme ça. Et juste pour la commission de la vérité que Luc a parlé de la question de la mémoire est quelque chose de central parce qu'elle aussi, elle a une des raisons. Et par exemple, le vice-président, il a sorti une tribune dimanche dans un des principaux journaux, une sorte de Figaro brésilien, le Estadão, où il renforce encore une fois qu'ils peuvent accepter d'autres présidents, mais pas le retour du PT. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il ne cite pas Lula, mais il parle qu'ils sont en train de résoudre la corruption du gouvernement antérieur, etc., d'une manière très flagrante. Donc aussi, la libération de Lula, il faut comprendre, c'est quelque chose qui est pas très évidente et sa candidature, c'est toujours pas assuré. Donc, il faut suivre ça aussi. Les militaires, ils ne vont pas accepter. C'est ça qu'il faut voir.
Donc, peut-être ça sert aujourd'hui pour contrôler un peu Bolsonaro, pour créer des déviations dans la presse ou des débats et tout ça, mais difficilement il va être candidat ou tout ça. Donc, les hypothèses que Glauber parle qui sont en train d'essayer de construire un autre candidat, elle est très importante. Elle est très importante aussi parce que, à mon avis, cette idée qu'on parle beaucoup, et le collègue ici a parlé de autogolpe, le terme, il n'est pas bon, je pense. Donc, c'est pas vrai, ça ne serait pas vraiment un autogolpe, mais ça serait une fermeture du régime. Un régime militaire qui assumerait toute sa face sans déguisement. Donc, c'est l'idée d'autogolpe, c'est autre chose. Ça impliquerait qu'il y a une confrontation au sein de l'État enfin, au sein du gouvernement actuel, pour qu'il écarte une partie et rester avec une autre. Ça ne serait pas exactement cela, mais ça serait une fermeture du régime, une explicitation d'un nouveau régime militaire. Donc, je pense que ce concept, cette idée, elle n'est pas très bonne. Mais le problème pour la situation actuelle, c'est où Glauber a touché rapidement, et toi aussi, c'est vraiment la police, on ne sait pas. C'est le plus énigmatique parce qu'elles sont très éparpillées dans les 27 États. Elles ont une certaine autonomie entre elles. Les gouverneurs de chaque État, ils n'ont pas le contrôle de la police de leurs États. Donc, la plupart des policiers, ils ont un travail, une bonne partie, je ne sais pas si la plupart, mais une bonne partie des policiers, ils ont un travail comme policier et un autre travail à côté, comme sécurité privée, comme milice, comme trafiquant, comme tueur. Donc, vraiment, ça peut aller dans plusieurs directions. Et c'est une des bases organiques de Bolsonaro. Donc, si d'un côté, l'impression qui reste, c'est que les militaires ne sortiront plus jamais du gouvernement, sauf pour quelque chose de catastrophique très... Mais l'autre impression, c'est comment ils vont se libérer de Bolsonaro, parce que Bolsonaro, malgré toute cette folie qu'on regarde, il a quand même ses 20-30% de fidèles fanatiques. Et je pense que pour les Brésiliens, pour les gens qui lisent portugais, il y a un article un entretien très bon de Rodrigo Nunes qui est sorti sur Unicine cette semaine, où il parle de ça. Cette idée, c'est la difficulté vraiment de comprendre ces fanatiques. Donc, il y a quand même 20% au moins de la population qui reste fidèle. Et parmi eux, le corps le plus qui fait de plus peur et qui est un des plus fidèles, c'est une bonne partie de ces polices militaires. Et peut-être aussi des soldats de l'armée, mais ça, on sait pas, on sait moins. Mais c'est clair que la police, surtout la police militaire, elles sont très fidèles au projet bolsonariste, à cette chose. Donc, cette symbiose-là entre l'armée et Bolsonaro, le moment où cela peut se casser, on ne sait pas s'il va se casser, qu'est-ce qui va se passer. Donc, la situation, disons que le pire n'a pas encore commencé. Et comme les data que Glauber a dit, il n'est pas improbable qu'on va avoir 1 million de morts très bientôt, peut-être beaucoup plus que ça, en plus de tout le reste qu'on vient d'énumérer. C'est ça un peu. Je prends ma respiration. Merci Fred. Merci Glauber. Un autre point, un commentaire vite fait. Hein, ça finit jamais. Non, mais c'est juste, c'est allégorique, mais c'est pas allégorique. Braga Neto, qui était l'interventeur à Rio, a dit dans un entretien en 2020 qu'il connaît, il sait les noms et l'adresse de tous les miliciens en même temps. Enfin, le fait d'être interventeur à Rio, ça lui met en position génial pour avoir vraiment des liens établis avec. Et l'autre chose aussi, c'est que dans la grève des camionneurs en 2017, qui c'est un moment décisif qu'il faut vraiment réfléchir beaucoup, l'armée, elle a compris qu'elle n'a pas le contrôle absolu de tout le territoire national. Donc, il y a encore toutes ces autres choses, des possibilités de meutes, des grèves générales, des choses un peu chaotiques qui peuvent aller dans plusieurs directions. Les personnes qui nous écoutent comprendront que
c'est comme un cœur d'artichaut, on commence à l'éplucher et il y a de plus en plus de sujets qui apparaissent. Je pense que, en guise de conclusion, il faut donc retenir une augmentation sans précédent du nombre de militaires actifs au sein du pouvoir exécutif. Le chiffre que l'on a donné, c'est 11 380 à la fin de 2020, avec un total de 10 ou 11 ministres en février-mars 2021, avant cette série de démissions. Ce qui est beaucoup remarqué, c'est le fait que 16 entreprises publiques nationales, dont la Petrobras, sont commandées par des militaires. Nous avons aussi mis le focus sur le fait que de nombreux instituts qui sont des témoins de l'histoire de la démocratie brésilienne, notamment l'Institut Chico Mendes, mais aussi la FUNAI, entre autres, sont aujourd'hui sous un commandement militaire. On a rappelé que les forces armées commencent aussi à reprendre un peu d'autonomie, notamment dans le secteur de la justice, mais aussi dans ses relations politiques avec des vraies logiques électorales. Je suis surpris qu'aucun des deux intervenants n'ait aussi fait référence au fameux tweet qui précède l'arrestation adressée à la Cour suprême, au Suprême tribunal fédéral brésilien, annonçant que il était inacceptable que Lula ne soit pas arrêté par un général brésilien 4 étoiles. Tout ça pour dire que nous vous invitons à lire cette 4e fiche de l'Observatoire de la démocratie brésilienne. Nous allons continuer à en produire. Nous sommes aussi ravis de pouvoir répondre à vos questions, envoyées par email, par commentaire, pour savoir ce qui vous intéresse, et ça nous aide aussi à choisir des articles d'actualité pour continuer à décrypter, mais aussi voir ce qui reste, quels sont les fils de l'actualité, aller chercher un peu plus loin pour pouvoir l'éclaircir. Merci aux deux discutants, merci Glauber Cesarino, merci Fred Lira, un grand merci à toute l'équipe de notre Brésil qui est patiente avec nous, qui nous encourage, qui nous relie. C'est vraiment un plaisir de travailler avec vous. Et merci à vous d'avoir participé ce soir. Au revoir. Un dernier mot peut-être. Au revoir. Au revoir.